Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir regarder aujourd'hui? Alors. Ah, ça peut être intéressant ça. Ouais, non, peut-être pas. Faut que je trouve autre chose là. Ah, ça a l'air plus intéressant. Les illusions sensorielles. Oh non, pas encore. Attends, faut que je trouve autre chose là. Le monde médical est en constant mouvement. Mais en fait, y a rien d'intéressant aujourd'hui. Wow, 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 tu fais quoi là? D'où tu me coupes la parole comme ça? Non, vas-y, continue, continue. Bon, recommençons. Le monde médical est en constant mouvement. Afin d'adapter au mieux les soins aux besoins des patients, depuis quelques années, on peut remarquer que la qualité des soins est grandement améliorée du point de vue de l'accessibilité. On peut prendre en exemple les téléconsultations avec la pandémie du Covid qui a fait exploser les stats, qui permet de faire des consultations avec des experts de santé sans se soucier de se rendre sur place quand ce n'est pas forcément nécessaire. Également, l'émergence des machines pouvant réaliser des chirurgies à distance, ce qui permet à des experts de domaines très spécifiques, qui sont très demandés, de pouvoir réaliser des opérations partout dans le monde, ou encore les capsules vidéo endoscopiques, qui sont une alternative à la coloscopie, plus discrète, moins intrusive. On pourrait ainsi se demander jusqu'à où ces nouvelles technologies pourraient les influencer dans le futur. On aura beau s'imaginer tout plein d'objets sortis de science-fiction, mais nous nous éloignons pas trop loin dans le temps. Nous sommes pas devins, restons au niveau technologique actuel, 2024, et les contraintes qui vont avec. C'est pourquoi il semble intéressant de se pencher sur l'utilisation des illusions sensorielles. Pourquoi essayer de réparer la réalité avec des machines super balèzes qui coûtent très cher quand on peut juste manipuler le cerveau et les aider à guérir des troubles. Mais jusqu'à où peut-on les utiliser? Mais d'abord, cadrons notre sujet. Bon, qu'est-ce qu'une personne en situation de handicap? Parce que c'est bien beau de vouloir aider les gens, mais on aide qui exactement? Allons voir. Que nous dit le dictionnaire de l'Académie française? Alors, épreuve sportive dans laquelle on affecte certains concurrents un avantage ou un désavantage de temps, de distance ou de poids. Oh là, rien à voir, regardons la deuxième définition. Se dit de ce qui met quelqu'un en état d'infériorité aussi simplement que ce mot se définit. On peut en déduire que quelqu'un se trouvant en situation d'handicap est quelqu'un possédant un état le rendant amoindri à d'autres personnes. Mais on l'a vu dans la première définition, cet état peut être voulu, désiré, en fonction du contexte. Prenant le cas où ces personnes n'ont pas forcément voulu l'être. Update de la définition. Quelqu'un possédant un état indésirable, le rendant diminué à d'autres personnes. Aussi, pour définir cette infériorité, cela peut dire qu'il existe une norme. On va définir la norme ici comme une personne en bonne santé qui possède tous ses moyens. Quelqu'un possédant quelque chose d'indésirable, le rendant inférieur à une personne en bonne santé. Attends, il y a un truc qui me dérange encore là. Quelqu'un possédant quelque chose d'indésirable, le rendant distinct à une personne en bonne santé. Voilà notre définition. Elle permet de regrouper les pertes de membres, de sensations, le trouble psychiatrique, et j'en passe. Qu'il soit de naissance ou arrivé subitement au cours de sa vie, tout ce qui est considéré comme étant un handicap. Il est d'ailleurs important que le mot inférieur est peut-être factuellement vrai dans le sens où, à l'état initial, une personne en situation de handicap possède une ou des facultés en moins par rapport à des personnes en bonne santé, mais par la suite, ces personnes peuvent réussir à en développer d'autres qui peuvent les surpasser sur certaines personnes. C'est comme être super fort en maths, mais super nul en espagnol.
Exemple, avec ces personnes utilisant leurs pieds à la place de leurs bras, puisqu'ils n'en ont plus. Ceci fait, nous pouvons donc continuer. Mais il nous manque encore quelque chose. Qu'est-ce qu'une illusion? Bah oui, si on cherche à l'utiliser, mettons-nous au même niveau et assurons-nous de ce qu'on nous dit. En utilisant la même méthode que pour définir la situation de handicap, regardons ce que nous dit le dictionnaire académique. Fausse apparence, matérielle ou morale, qui, en nous faisant voir les choses autrement qu'elles ne le sont, semble se jouer de notre sens, de notre esprit, erreur de sens ou de l'esprit produit par ces fausses apparences. C'est exactement ce que nous voulons. Quand on parle d'illusion optique par exemple, on nous fait voir les choses autrement qu'elles ne le sont réellement. J'ai pris l'exemple des illusions optiques, qui cherchent à tromper nos yeux un peu plus tôt, mais il ne faut pas oublier que les sens du corps humain peuvent être soumis à des illusions. En plus de la vue, on peut retrouver l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat et encore la perception de l'espace. Comme le corps se sert des capteurs pour comprendre ce qui l'entoure, il est assez simple de le perturber en créant des illusions et lui faire croire des choses imaginaires. On pourrait croire qu'une illusion intervient que quand on cherche à s'en confronter. Par exemple, aller voir des images montrant une illusion d'optique, ou regarder un spectacle d'un illusionniste ou un magicien. Mais ces illusions interviennent davantage dans nos quotidiens que ce que l'on pourrait penser. Par exemple, une expérience que vous pouvez refaire à la maison. Quand on plonge un objet dans un dos à l'eau, et qu'on regarde depuis la surface, on verra l'objet complètement distordu. C'est d'ailleurs un des exemples que prendra René Descartes en 1637 dans son discours de la méthode, avec son fameux « Je pense donc je suis ». Son idée rejoint notre définition. Nos sens peuvent se tromper, et donc il ne faut pas s'y fier totalement. Cela l'amènera par la suite à son raisonnement que la seule chose qui est vraie et véritable est qu'il est en train de réfléchir, et donc qu'il existe. C'est beau, non? Mais si je vous montre cette scène, c'est qu'elle a un rapport avec ce que je raconte. Sinon, ce serait bizarre. Le reflet, la surface de l'eau, les nuages là qu'on voit ici, qui sont censés être dans le ciel et qui sont pas dans l'eau. C'est aussi une illusion. On retrouve tout plein d'illusions aussi dans le monde de l'art. Les exemples les plus courants sont des œuvres sur des murs de bâtiments. Lors d'un de nos voyages à Londres, j'ai pris ceci en photo. Son nom, le mur des Canuts. C'est l'une des peintures murales les plus grandes d'Europe. Elle représente ce qu'on pourrait donner la continuité des bâtiments sur sa gauche et sa droite. Saurez-vous deviner ce qui est vrai ou non? Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce qui est important dans la réalisation d'une bonne illusion? La réponse la plus simple, c'est le point de vue du spectateur. Il existe plein de photos prises au bon moment représentant une scène surréaliste. Sur Reddit ou sur d'autres réseaux sociaux, plein d'utilisateurs partagent leurs photos plus surprenantes les unes des autres. Mais au quotidien, le visuel n'est pas le seul sens impacté. Les illusions auditives sont toujours très présentes. Il suffit d'écouter la moitié d'une discussion, les paroles d'une chanson, ou confondre le bruit de son frigidaire avec un autre son, pour déclencher peur, rire, ou tout autre sentiment complètement à côté de la plaque. Par exemple, dans la chanson Still Loving You de Scorpion, à 2026, on peut entendre ceci. Avec les sous-titres, on arrive à l'entendre clairement. Excepté peut-être les fans du groupe, de la musique, ou les plus anglophones d'entre nous, bien évidemment. Pour revenir sur un cadre plus sérieux, il y a quelques années, en 2018, une vidéo a fait un peu le buzz sur internet, séparant les communautés. Yanni ou Laurel est un court audio laissé entendre un certain son, et le but était de déterminer ce que disait cette voix. Yanni ou Laurel. 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 Alors, qu'avez-vous entendu? Dites-le nous en commentaire. Plus sérieusement, si une différence est perceptible entre les individus, c'est normal. Dans cette vidéo, sortie la même année, le narrateur explique qu'il y a deux possibilités. La première est que la personne entend un mélange de bruits indescriptibles, et qu'en lisant les choix, Yanni ou Laurel, elle en sélectionne un qui se rapproche le plus. La seconde est due à l'état de santé de son oreille. En analysant le spectrogramme de l'enregistrement et de quelqu'un disant Yanni ou Laurel, on remarque que leurs spectres se ressemblent énormément. Celui de Yanni se détache quand même des deux autres, mais possède quand même des similitudes.
Je vais pas expliquer en détail ce qu'il raconte, allez la voir, sa vidéo, il explique très bien. Mais on peut en conclure qu'une oreille plus jeune ou en meilleure santé aura plutôt tendance à entendre Yanni que Laurel. On peut tout de même se consoler en se disant qu'on a raison d'entendre Laurel, puisque l'enregistrement de la voix le dit, si on enlève les quelques modifications qui ont été faites. Mais une illusion n'est pas forcément liée à la vue ou l'ouïe, mais aussi sur notre réflexion. Ouvrons une petite parenthèse pour parler d'une autre forme d'illusion. Elle touche également tout le monde et agit sur notre savoir et notre connaissance. L'illusion du savoir, de son petit nom, survient quand le cerveau se donne l'impression de comprendre quelque chose qui est, en réalité, une vérité déformée ou complètement fausse. On retrouve d'ailleurs pas mal de citations parlant de ce sujet, et sans évoquer une illusion en particulier, mais qui évoque bien les problèmes qu'elle peut engendrer. Oh non, on a encore mangé mes gâteaux. Mais qui a bien pu faire ça? Je suis sûre que c'est Noé. Où est-ce qu'il est passé encore? Voilà donc une scène typique de malentendu, où une personne croit connaître la vérité alors qu'il n'en est rien. Les théories farfelues et paranoïaques que l'on peut trouver ça et là sur internet, comme les théories du complot, sont aussi des formes d'illusion du savoir. Mais elles peuvent s'avérer bénéfiques dans certains cas. Par exemple, dans certaines narrations, où les retournements de situation sont clés, l'auteur donne des pièces de puzzle au spectateur ou au personnage sans pour autant résoudre son énigme. Cela peut donner des quiproquos, mais aussi de très bonnes surprises quand l'œuvre se conclut. Bref, on peut conclure de tout ça que la réussite d'une illusion dépend beaucoup de la capacité à la percevoir d'un individu. Ça semble couler de source, mais il est plutôt délicat, par exemple, pour un aveugle, de lui montrer un dessin avec une illusion optique et lui demander « Alors, tu la vois l'illusion ?» Mais il est tout de même quand même important de le noter. Nous avons parlé des illusions optiques, auditives, du savoir. Parlons maintenant des illusions haptiques, qui, malgré son nom étrange, peuvent également intervenir dans notre quotidien. Mais du coup, du grec aptein, voulant dire toucher, saisir, l'haptique correspond à la perception du toucher. Et donc, l'illusion haptique cherche à tromper le cerveau sur sa capacité à ressentir physiquement des objets. Cela peut aller de la simple impression que son bras est en contact avec une aiguille, comme faire croire qu'on possède un membre différent de ceux qu'on a déjà. Mais pourquoi on appelle ça une illusion du toucher ? On peut, oui, mais ça fait plus charismatique quand on dit illusion haptique. D'ailleurs, elle peut vite se rattacher à la capacité de perception de son propre corps, la proprioception, puisqu'on ressent très souvent son corps quand il a un contact physique. Donc c'est une illusion qui peut se révéler très puissante. Elle est d'ailleurs déjà utilisée dans divers secteurs, avec l'exemple de l'entreprise D-Box, qui produit des objets haptiques comme des fauteuils à sensation pour le cinéma, mais aussi pour particuliers. Bref, c'est une illusion en plein essor dans divers domaines, et nous allons sûrement en voir partout dans les années à venir. Surtout dans le domaine des loisirs comme dans le monde de la réalité virtuelle. Mais comment je suis capable de dire que l'haptique sera utilisée dans plein de domaines différents? Parce que des expériences basées sur des illusions dont l'haptique, on en a fait plein. Des plus abouties que d'autres, bien évidemment, mais elles permettent toutes de dire que l'humain cherche activement dans ce domaine. Essayer de tromper le cerveau, lui perturber ses sens et lui permettre de recréer son environnement. En 2005, Henrik Herson proposa une expérience qui, encore aujourd'hui, est assez connue, la Rubber Hand Illusion, où le but est de faire croire que la main en caoutchouc que le cobaye voit est sa propre main. Dans cette expérience, on va toucher la main du cobaye et celle en caoutchouc simultanément. Cette expérience est surtout connue pour sa fin un peu extrême. Cette attaque est surtout faite pour montrer que le cerveau réagit comme si c'était son propre corps qui était mis en danger. Ce qui prouve que l'expérience est un succès. Cette expérience est assez connue de par sa simplicité. C'est le genre d'expérience réalisable à la maison, sans trop de problèmes, et qui est assez prenante si le cobaye ne connaît pas la fin. Et même si on ne possède pas cette main en caoutchouc, elle peut être remplacée par une vraie main. Ceci dit, la partie avec le marteau, on la recommande pas trop. Pour aller encore plus loin dans la démonstration, Henrik Hansen et son équipe ont réalisé d'autres expériences de ce type. La Out of Body Experience cherche à changer le point de vue du cobaye en lui mettant un casque de réalité virtuelle sur la tête. Il verra au travers son corps de dos. Comme pour la main en caoutchouc,
l'examinateur va réaliser un mouvement similaire entre son vrai corps et la caméra. Ici, il pointe un espèce de stylet sur la poitrine du cobaye et tente de faire la même chose près de la caméra. Mais ce n'est pas fini! Henrik ne s'arrêta pas là. Il tenta, sans entrer dans les détails de toutes les sous-expériences qu'il a fait pour celle-ci, il tenta de savoir à quel point on pouvait modifier le corps du cobaye, en fonction d'une présence de danger ou non. Il modifia donc le point de vue du cobaye, il ne voyait plus de dos, mais regardait les pieds, pour qu'il voie son faux corps, et le modifia à chaque fois, la morphologie en particulier. Un couteau était également présent sur certaines expériences, et il était pressé très légèrement contre des parties du faux corps. Pour imiter le geste en sécurité, une cuillère était pressée au même endroit sur le vrai corps du cobaye. Néanmoins, si le faux corps n'était pas humanoïde, cela ne fonctionnait pas. Grâce à la VR, nous pouvons déjà réaliser des expériences assez poussées dans le domaine de l'illusion. Mais on en parle depuis tout à l'heure sans expliquer ce que c'est. Remédions à ça. Bienvenue dans notre exploration de la réalité virtuelle, une technologie révolutionnaire qui nous plonge dans des mondes numériques immersifs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans deux éléments clés de ces technologies, le casque VR et les gadgets qui y sont associés. Commençons par le casque VR. Imaginez-vous transporté dans un monde virtuel où vous pouvez interagir avec votre environnement de manière naturelle. Tout commence avec ce dispositif surprenant. Le casque VR est un dispositif portant sur la tête qui utilise des écrans haute résolution et des capteurs de mouvement pour suivre le mouvement de votre tête en temps réel. Il crée ainsi l'illusion d'immersion en affichant des images stéréoscopiques qui changent en fonction de la direction de l'orientation de votre tête. À l'intérieur du casque, des lentilles spéciales ajustent l'image projetée sur les écrans pour créer un effet 3D réaliste. Des capteurs de mouvement tels que des accéléromètres, des gyroscopes détectent les mouvements de votre tête, ce qui permet au contenu affiché de correspondre à vos actions en temps réel. Maintenant, passons à un gadget essentiel dans l'expérience VR, les contrôleurs de mouvement. Ces petites merveilles transforment vos mains en utilisant des outils interactifs permettant de manipuler et d'interagir avec le monde virtuel de manière intuitive. Ces contrôleurs sont équipés de capteurs de mouvement précis qui suivent les positions et l'orientation de vos mains, que vous les utilisez pour saisir des objets virtuels, tirer avec un arc ou même peindre dans l'air. Les possibilités sont infinies. Grâce à ces gadgets, l'expérience VR devient plus immersif et permet de nous imprégner dans ces univers. Ils offrent un nouveau niveau de contrôle et d'interaction sans précédent, permettant aux utilisateurs de vivre des aventures plus immersives dans le monde virtuel. Il faut aussi prendre en compte que la VR n'est pas encore au point, dû à différents facteurs d'accessibilité par le prix, même si le DIY ou fais-le toi-même en français est là pour contrebalancer certains gadgets hors de prix, tels que les gants haptiques qui, en DIY, sont plus abordables. La motion sickness, qui nous empêche de profiter longtemps de la VR, la technique, sur certains casques qui nous demandent de grands espaces pour pouvoir en profiter aussi. Le casque VR et les gadgets associés ouvrent de nouvelles perspectives passionnantes dans les domaines de technologie, de divertissement. Que vous soyez un joueur passionné, un amateur de cinéma, un professionnel cherchant une nouvelle façon de créer, d'interagir, la réalité virtuelle promet de repousser les limites de notre imagination. À voir ce que l'avenir réserve à ces technologies. Aujourd'hui, certaines de ces technologies sont mises au service du domaine médical. On peut penser à la VR qui participe grandement au soutien de thérapies cognitives et comportementales. En effet, cette thérapie se base avant tout sur la création d'images mentales suivant la guidance du thérapeute. Mais grâce à un casque VR, le patient peut être totalement immergé dans sa thérapie tout en étant accompagné de son thérapeute présent à côté de lui. Comme l'entreprise Kinequantum, qui s'est spécialisée dans la création de jeux pour les kinésithérapeutes. Certaines institutions proposent déjà ce service, telles que le Centre français de thérapie par exposition à la réalité virtuelle. On trouve également des cas d'utilisation de la VR dans un hôpital en Espagne. L'hôpital 12 de Octubre de Madrid a mis en place une salle dédiée à la réalité virtuelle destinée aux enfants. En laissant les enfants se divertir avec des jeux en VR, cette salle a pour but de diminuer l'anxiété et le stress que peut provoquer un hôpital.
Les illusions peuvent quant à elles être utilisées dans des cas de douleurs fantômes. Ces douleurs concernent des personnes qui ont perdu des membres et ressentent une profonde douleur là où celui-ci n'est plus. Cette douleur concerne 2 tiers des nouveaux amputés et elle persiste sur 1 tiers de ces personnes après un an. Parmi les nombreux traitements possibles afin de réduire ces douleurs, il en existe un impliquant des illusions avec uniquement un simple miroir. Prenons un exemple. Un patient possède sa jambe droite en moins et possède des douleurs fantômes à ce niveau-là. Sa jambe gauche est tout à fait opérationnelle. Il peut alors placer un grand miroir à la droite de cette jambe. Ainsi, le reflet du miroir donne l'impression que la jambe manquante du patient est réapparue. Si cette expérience fonctionne sur la majorité des patients, c'est parce que la principale raison pour laquelle cette douleur intervient est que le cerveau a du mal à interpréter le fait qu'il a perdu un membre. En donnant l'impression que ce membre est toujours là, cela soulage le cerveau. C'est en 2004 que le docteur Pascal Giraud du CHU de Saint-Étienne et Angela Sirigu de l'Institut des sciences cognitives de l'Université de Lyon 1 ont testé si les mouvements virtuels du bras paralysé induisent des changements dans la représentation corticale de ce membre et réduisent leur douleur fantôme. Cette expérimentation étant concluante sur 2 des 3 patients tests, elle a donc été rapidement adoptée. C'est quand même mieux que de bourrer son patient de médicaments et ça coûte bien moins cher. On peut supposer que l'utilisation de la réalité virtuelle pourrait ainsi permettre une meilleure accessibilité et un meilleur rendu de cet effet. C'est pour cela que, à l'aide de ces illusions, il est possible de créer de fausses sensations qui permettent aux patients de calmer la douleur. Et penchons-nous maintenant sur des traitements qui pourraient être utilisés. Les écrans tactiles apparaissent de plus en plus dans le milieu hospitalier. Ils offrent une manipulation plus rapide et simplifiée. Mais certains patients perdent la sensation d'avoir cliqué sur un bouton. Pour y remédier, des écrans avec un retour haptique existent, ont été développés par des sociétés automobiles, Actronica, en collaboration avec Novares. Ce type de matériel permet une meilleure compréhension de l'utilisateur sur ses actions réalisées par une simple vibration. Malheureusement, ce type d'écran coûte encore assez cher, environ 1000 €, et sont principalement développés dans le secteur automobile. Une peau haptique a été développée par une équipe de bio-ingénieurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Son but, reproduire le sens du toucher grâce à un retour haptique en implémentant une interface bioélectronique souple et flexible. Cela permet d'améliorer le contact homme-machine qui se trouve par exemple dans les prothèses. Des électrodes sont placées entre des couches de silicone. Elles mesurent la déformation de la peau. Ces données sont traitées par un microcontrôleur et sont transmises au porteur. Cette technologie est en cours d'optimisation car elle n'a été testée que sur les doigts, mais cela est encourageant pour la suite. Nimesha Ranasinghe de l'Université nationale de Singapour a développé et présenté lors d'un congrès une sucette qui est capable d'émuler différents goûts, mais aussi une cuillère équipée d'électrodes permettant d'amplifier le goût salé et amer de la nourriture qu'on y place, dans le but que les gens mangent moins sucré et salé. Arinobu Nijima et Takefumi Ogawa placent stratégiquement des électrodes sur les muscles servant à la mastication afin de modifier la texture des aliments. Les électrodes permettant de donner une sensation de dureté ou de mollesse pendant que l'utilisateur mâche. Ranasinghe, qui a essayé l'appareil, explique que la texture du cookie a été changée en quelque chose de plus dur et élastique, comme un ours en gélatine. Et nous aborderons maintenant la partie sensible de notre problématique. Tout le travail fourni par les chercheurs serait-il vain? Est-ce que le grand public accepterait ces changements? Pour certains, la relation patient-médecin pourrait se retrouver dénaturée. Notamment avec la présence d'un casque, du point de vue patient, cela peut créer une sensation de gêne, car on ne voit pas le praticien et on ressent du coup moins sa présence. Côté médical, pour la VR, les illusions, les médecins doivent être disposés à tester ces nouvelles méthodes, bien que certains puissent être susceptibles de trouver leur utilisation un peu vaine. Une interview de Wilfried Verdier. Déjà, est-ce que tu connais un peu tout ce qui est réalité virtuelle et augmentée? Les casques de réalité virtuelle, les choses comme ça. Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas? Ça me parle, mais j'ai jamais testé. D'accord. Du coup, tu vois un peu le concept ou pas du tout? Oui, je le vois dans l'automobile, je le vois c'est un petit peu comme dans l'aviation, comment ça s'appelle? Par exemple, les pilotes, ils les utilisent pour faire des simulations, des simulateurs en fait. Tout à fait. Est-ce que si je te parle du coup de réalité virtuelle à des fins thérapeutiques, est-ce que ça te dirait quelque chose? Est-ce que tu arriverais à voir un peu comment ça pourrait fonctionner?
En thérapeutique, oui, en fait, c'est de la visualisation. Ouais. En gros, alors aujourd'hui, c'est déjà utilisé, donc la réalité virtuelle, avec notamment les casques de réalité virtuelle, c'est utilisé notamment pour les problèmes psychologiques, donc par exemple les phobies. Et en fait, on va te mettre dans une simulation avec la présence de ta phobie et ton thérapeute qui est présent, et donc qui va t'accompagner pour essayer de lutter sur ça. D'accord. Ouais, c'est ce que on le fait déjà, mais qu'en audio, nous. Ok. Vous faites du coup en audio? Ouais. Et ça consiste en quoi du coup? Alors, on met des sons de train, de voitures, de chevaux. On met des sons en fait que les gens ils ont du mal à supporter. Alors c'est pas c'est virtuel parce que l'animal est pas là, Ouais. donc le train est pas là, mais c'est que dans l'auditif, c'est que dans le sens auditif. C'est pas dans le visuel. Et est-ce que par exemple, si toi tu perdais un membre, tu serais enclin à faire ce genre de thérapie? Si ça peut m'aider, je pense que quand on cherche de l'aide, on va la chercher n'importe où, là où on peut la trouver. Hein. Ce serait si ça apporte une solution, oui. Même si c'est pas quelque chose qui est très largement adopté ou très commun? Si, de toute façon, après, soit c'est reconnu soit c'est reconnu médicalement, soit c'est en expérimentation. Le tout, c'est de dire les choses aux gens. Ok. Et est-ce que, à ton avis, ce genre de thérapie, elle devrait être remboursée? C'est comme toutes les thérapies, si elles sont efficaces, oui. Après, c'est l'idéal, hein, c'est d'être remboursé, mais après, du coup, ça ferme à une grande majorité de gens. Souvent, les gens qui ont une amputation, par exemple, au niveau des revenus, c'est compliqué. Ça peut être compliqué, en fait. Pas tous. Ouais. Ça fait une barrière, en fait. Et du coup, t'en penses quoi d'un peu cette démocratisation des nouvelles technologies dans les traitements médicaux, psychologiques, etc. Par exemple, ne serait-ce que la télémédecine qui a de plus en plus lieu ou des choses du genre? Moi, je pense que c'est très bien, mais il faut que ça reste circonscrit et encadré, parce que rien ne remplace le contact humain et l'humain. L'empathie et tout ce qui fait qu'on est humain, en fait. Ouais. Ouais, mais sinon, c'est très bien, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses du coup des avancées comme la télémédecine par rapport à l'amélioration de l'accès aux soins dans les régions éloignées ou mal desservies? Présenté comme ça dans ta question, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Après, ça remplacera pas, à un moment, une consultation de cardio, faire ça à distance, je trouve que c'est compliqué, quoi. Même si la personne, elle suit les indications du médecin à distance, le geste, c'est quand même pas le geste du médecin, donc c'est le patient qui se le fait, donc après, c'est oui, mais c'est limité quand même, quoi. Faut que ce soit limité et encadré. Ouais. Mais oui, je suis pour. Et d'après toi, c'est quoi les principaux défis éthiques de cette intégration de nouvelles technologies dans le corps médical ou dans la pratique clinique? Voilà, c'est une vaste question, ça, parce que c'est... moi, je trouve que au niveau médical, en fait, ce qui se perd beaucoup, c'est l'examen clinique. Donc, faut pas que ça remplace l'examen clinique, en fait, parce que dans le médical, rien ne remplace l'examen clinique, et normalement, les examens complémentaires viennent confirmer la clinique, et c'est de moins en moins le cas, en fait. Donc, c'est ça la limitation. Suite à l'interview de Wilfried Verdier, ostéopathe et kinésithérapeute, il en ressort le point de vue suivant. Tout d'abord, utilisant déjà des sons à fin thérapeutique, exemple bruit de blanc, bruit baleine, bruit pluie, etc. Ce praticien accueille avec enthousiasme ces technologies dans le but d'améliorer le traitement des patients. Il précise cependant que la relation patient-thérapeute ne doit pas se retrouver dénaturée et qu'il faut garder à l'esprit que le soin doit être décidé par le praticien et non pas par le patient. Par exemple, il souhaiterait éviter toute dérive poussant le patient à chercher uniquement une sorte de thérapie sans être ouvert aux propositions et diagnostics du praticien. Il précise cependant que si lui-même était concerné par ce type de soins, suite à la perte d'un membre, par exemple, ou dans le cas d'un trouble de phobie, il serait ouvert à l'utilisation de ces thérapies nouvelles, tant que celles-ci lui sont recommandées suite à un diagnostic d'un réel praticien. Enfin, ces technologies, bien qu'efficaces, peuvent être tape à l'œil, pourraient donner naissance à de faux praticiens se procurant simplement le matériel adéquat. Ah, l'accessibilité, un terme qu'on peut utiliser dans plein de sujets différents. On peut y voir
un aspect budgétaire, de praticité. Pour le premier, tout dépendra du traitement. Comme nous l'avons vu plus tôt, si on compare les thérapies du miroir ou la fabrication d'une peau artificielle, le coût de recherche ne sont pas du tout les mêmes. L'un demande la réutilisation de ce qui est déjà produit et connu de tous, l'autre demande de refaire un tout nouveau produit. Pour ce qui est du second, on se demande si ce nouveau procédé seront pratiques à utiliser, s'ils ont un intérêt ou une fonctionnalité correspondant pour chacun des patients. Et oui, il ne faut pas oublier que chaque illusion fonctionne plus ou moins selon l'individu qu'on cherche à atteindre. Et également, qui dit nouveau procédé ou nouvelle technologie dit nouvelles choses à apprendre à utiliser. Ce qui peut déplaire aux plus traditionnels d'entre nous, que ce soit par le praticien ou le patient, en fonction de qui devra faire la manipulation. En moyenne, les personnes âgées sont les moins enclins à utiliser les nouvelles technologies. En France, une enquête de l'INSEE de 2023, qu'environ 42% des personnes âgées de plus de 75 ans utilisent Internet, malgré le fait que ce soit une technologie plutôt bien ancrée dans notre société. Alors, imaginez si on proposait un kit VR à utiliser soi-même pour guérir des troubles. Il y aura de nombreuses réactions. Il faudra attendre quelques années avant que cette nouvelle pratique soit acceptée. Mais si ces pratiques étaient faites par des spécialistes de la santé, la réponse viendra au même problème. Les médecins restent humains, certains y verront une prouesse qu'il faut utiliser car ces nouvelles méthodes seront plus adaptées pour leurs patients ou pour eux-mêmes, tandis que d'autres n'y verront peut-être qu'un gadget et que son utilité est discutable. Donc on en dit quoi finalement de l'accessibilité ? Juste que ça dépend de trop de paramètres ? Non. Ne nous arrêtons pas là. On peut toujours comparer avec ce qui est proposé actuellement. Si le développement de nouvelles technologies fut compliqué et demande beaucoup d'argent, leur accès sera inégal à travers le monde. Dans les pays en voie de développement, l'accès à ces technologies peut être limité en raison de divers facteurs économiques, infrastructurels, manque de moyens, de place, par exemple. Le prix des caméras capsules peut atteindre plusieurs centaines d'euros, ce qui se répercute sur le coût final pour le patient. De plus, des thérapies spécialisées telles que la thérapie cognitive comportementale TCC ont un coût significatif en France. Une séance de TCC coûte en moyenne 60 € pour 45 minutes de séance. Un traitement efficace nécessitant plusieurs séances régulières. Dans les pays en voie de développement, les infrastructures médicales et disponibilité des technologies avancées sont souvent limitées. Par exemple, l'accès à des équipements sophistiqués comme l'IRM ou le scanner est restreint, en raison de coûts élevés de la maintenance nécessaire. Ces contraintes économiques et infrastructurelles signifient que ces technologies sont principalement accessibles aux populations les plus aisées, même dans les pays développés. Malgré ces défis, il existe des efforts pour rendre ces technologies médicales plus accessibles. Des organismes internationaux et des programmes de santé publique travaillent pour améliorer l'accès aux soins de santé dans les régions sous-développées. Par exemple, l'Organisme mondial de la santé, OMS, et d'autres organismes financent les initiatives pour fournir des technologies médicales de base et des améliorations d'infrastructures sanitaires. En conclusion, bien que ces nouvelles technologies médicales soient souvent inaccessibles aux populations défavorisées, tant dans les pays développés que dans les pays en voie de développement, il existe des efforts pour réduire ces inégalités. Leur coût élevé reste un obstacle, mais cette initiative mondiale cherche à améliorer l'accès et la démocratisation des soins de santé avancés. Heureusement, toutes les nouvelles technologies liées à des illusions ne sont pas toutes des gouffres financiers, que ce soit pour la recherche ou le patient final. Cela permet une démocratisation plus rapide. Ces technologies qui s'ouvrent sur différents axes d'utilisation hors celle du divertissement permettent à des corps de métier d'innover dans leur technologie et ce qui l'entoure, notamment dans le domaine médical, qu'il s'agisse de l'éducation des patients, de l'aide aux patients, pendant des opérations, mais aussi sous forme de thérapie pour les aider au quotidien et pouvoir travailler sur certaines phobies comme vu précédemment. Il y a encore du chemin à parcourir pour ce nouveau type de soins et leurs pratiques, de par la limitation technique, les interactions humain-machine, mais aussi l'accessibilité.
Comme toute nouveauté, il ne s'implémentera pas d'un claquement de doigts, il faudra y aller pas à pas, introduire ces technologies pour toucher une petite partie de la population, pour ainsi avoir des retours. En proposant à des spécialistes intéressés, il ne manquera plus qu'à convaincre les patients et cette nouvelle pratique qui offront une nouvelle approche de la médecine moderne. Merci de nous avoir suivis sur ce MVT, n'hésitez pas à nous parler de vos expériences en commentaire et de certaines remarques sur le sujet. Merci.